Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bien, bonsoir. J'ai vu ce film au Festival d'Avignon. Godard était venu le présenter sur la grande scène. Il y avait un Mistral de fou, c'est-à-dire que l'image vibrait, si vous voulez. C'était comme si c'était projeté sur une voile de bateau. Oui, mais la chinoise, ça marchait bien. C'était un truc comme ça. Et le lendemain matin, Godard rencontrait le public. Et c'était Jean Douché qui animait le débat, la rencontre. Moi, Jean Douché, à l'époque, je le connaissais juste par ses écrits, quoi. Et donc, et j'avais fait des photos, je me souviens, de Douché et Godard. Là, après, bon, j'ai connu les deux, mais là, pour moi, il y a un truc comme ça qui se boucle par rapport à ça. Et après, évidemment, j'ai connu très bien Léo, Séméniaco, enfin, après, les autres... c'est des gens après. Mais quand je voyais ce film, je ne savais pas du tout que j'allais faire des choses dans le cinéma, enfin que j'allais rencontrer des gens de cinéma après, quoi. J'étais juste étudiant et voilà. Alors, par rapport à ce qui a été dit, pour moi, le vrai film 68, c'est pas celui-là. Pour moi, ça, c'est pas du tout un film 68, c'est un film de famille. Enfin, c'est un film de chambre, très doux, extrêmement agréable, enfin, alors que celui qu'on a vu au week-end, lui, c'est un film flamboyant. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, la métaphore de mai 68, c'est Week-end. Ça, c'est une sorte de... C'est un film très étrange, très pur, très simple, vous allez voir. Et ce film doit beaucoup, évidemment, au fait que Godard venait de rencontrer Anne Wierzynski. Et donc, il fait un peu le film pour elle, et c'est par elle qu'il est rentré en Nanterre, c'est par elle que c'est passé le plus, même si elle n'était pas du tout sensible au discours politique, surtout les maoïstes, elle venait d'un autre milieu, si vous voulez, que ça. Mais bon, quand même, on voit que le film est fait en partie pour elle. Enfin, non, c'est après, oui. Non, là, ce Godard l'avait repéré chez Bresson. En fait, et il voulait à tout prix il avait vu une photo d'elle dans le Figaro, je sais pas quoi. Après, il a vu qu'elle tournait chez Bresson, il a voulu à tout prix la rencontrer. Enfin, voilà, l'histoire est assez belle. Enfin, après, ça s'est très mal fini, puisque à la fin, elle disait des horreurs sur Godard, à la fin de sa vie, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un film simple, c'est un film qui a été tourné sans aucun conflit, rien. Enfin, les techniciens qui d'habitude voyaient toutes les tensions qu'il y avait sur le temps de Godard, là disaient c'était totalement apaisé, tout allait bien, il n'y a pas eu le moindre problème. Comme d'habitude, c'est tourné en très très peu de temps, 20 jours, donc c'est quand même costaud. Mais l'essentiel des scènes, vous allez voir, sont dans l'appartement que Godard avait repeint. Godard, dans ce film, il considère qu'il est autant artiste sur les murs ou que artiste de cinéma. C'est-à-dire qu'il faisait tout. C'est lui qui faisait les assemblages de photos, de textes, etc. En gros, quoi. Sauf j'en parlerai après, l'immense truc qui va d'une pièce à l'autre. Ça, c'est l'ex de Bruges. Voilà, donc... et il y a des installations. Il est très en avance sur les installations, notamment le plan qu'on a vu là, c'est-à-dire il s'est servi du petit livre rouge comme d'un pur objet esthétique et de couleur. C'est-à-dire, par exemple, il met plein de petits livres rouges, il fait apparaître une tête derrière. C'est-à-dire, il s'est servi du rouge, mais ça depuis longtemps. Il s'est servi des livres pour construire des installations. Donc c'est un film assez installé, enfin assez installé au sens de l'installation, et c'est un film totalement dans le tournage. En gros, quand Godard tournait, il ne savait pas où il allait mettre les plans. C'est pas du tout un film qui est linéaire et écrit. C'est-à-dire que Godard, il dit, quand je suis arrivé au montage, je faisais à peu près ce que je voulais, à part 2 ou 3 scènes. Mais en gros, donc il avait un stock comme ça de plans qui était extrêmement variable, enfin, donc il pouvait faire là. Donc c'est l'aboutissement de quelque chose qu'il a commencé avec Une femme mariée, c'est-à-dire tourner des films sans avoir en tête, au moment où il les tourne, le scénario. Enfin, le scénario, il l'a, mais
la continuité des scènes. Et bon, voilà, donc, et du coup, il est d'une liberté absolue après pour faire le montage. Bon, mais on parlera de tout ça après. Bon, c'est un drôle de film, en le revoyant comme ça. En tout cas, c'est évident que ça n'a rien à voir avec ce que va être mai 68, puisque là, c'est plutôt la ligne italienne, enfin, c'est plutôt la ligne Brigade Rouge, terrorisme, on tue des gens. C'est le contraire, d'une certaine façon, de ce que va être tout de suite après mai 68. Et je trouve que c'est un film assez drôle sur le marxisme-léninisme, c'est-à-dire qu'on voit bien que Godard n'est pas en train d'y croire, de nous faire la leçon. Il s'amuse. Enfin, il y a un côté enfantin assez souvent dans le film qui est lié aussi à la jeunesse des personnages. Souvent. Et du coup, c'est... Comment dire ? Après, Godard va faire des films beaucoup plus sérieux à l'époque militante. Là, c'est de la curiosité, mais c'est pas sérieux. Il adhère pas aux thèses maoïstes à ce moment-là, c'est évident. Ça va venir, mais c'est pas encore le moment. Effectivement, il vient juste de découvrir ça, lui, puisque Anne Wierzinski, donc d'abord l'appartement, c'est où il vivait avec elle. C'était l'appartement qu'ils avaient loué un an. À Boursellier, toujours, qui revient tout le temps à cette époque-là. Et donc, ils ont vécu là, c'est leur appartement, et Godard décide qu'ils vont tourner le film là. Ça veut dire que les techniciens, les acteurs, venaient tourner chez Godard. C'est pas pareil que de tourner dans un appartement, disons, de location, avec un peu de gêne parfois, puisque Godard et Wierzinski allaient se parler, et eux, ils ne savaient pas trop quoi faire, ils ne savaient pas trop comment attendre que ça se passe. Donc il y avait mais par contre, il y avait un très bon climat. C'est-à-dire, Godard dit que tout le monde que le groupe s'est mis à exister. C'est-à-dire le groupe, enfin les acteurs ont tous eu de la sympathie les uns pour les autres. Il n'y a pas eu de tiraillement, il ne s'est rien passé, disons, il n'y a pas eu de tension. Alors, je fais un petit tour sur le... Parce qu'en fait, Godard dit qu'en gros, il a voulu faire comme dans les bas-fonds de Gorky, c'est-à-dire prendre 5 personnages qui représentaient des couches sociales différentes. Donc, c'est un peu systématique. Alors... Véronique, c'est-à-dire Anne Wierzinski, elle est étudiante en philo à Nanterre, et c'est la vérité. C'est-à-dire que Wierzinski, elle avait échoué au bac, elle le dit d'ailleurs dans le train, elle avait échoué au bac en juin, et l'été, elle a suivi des cours justement avec celui avec qui elle va dialoguer dans le train, avec Francis Janson, et à la rentrée, elle s'est inscrite au cours avec Janson, mais Godard était devenu ami aussi avec Janson, si vous voulez. Donc il y avait une vraie connaissance de ça. Alors Séméniaco, lui... Oui, alors, Wierzinski, il y a un truc qui lui est resté là, quoi, parce qu'après, il en a beaucoup parlé, c'est quand Godard lui fait dire l'État ferait mieux de donner de l'argent à Boursellier et à Planchon, plutôt que de donner aux homosexuels de la comédie française. Elle, ça lui est resté là. Alors c'est très bizarre, hein, parce que Godard, la nouvelle vague était très hétéro. À part Doucher, à part, si vous voulez, quand même, c'était vraiment... Enfin, l'idéologie dominante de la vague, c'était hétéro. Mais Godard n'était pas spécialement homophobe. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça ? Parce qu'en fait, tous les textes sont écrits, hein, mis à part parfois les entretiens, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a eu très peu de liberté d'écrire, et Godard leur avait dit de lire Le Petit Livre Rouge et tout ça, tout le monde s'en foutait, sauf Léo, parce que Léo était quelqu'un de très sérieux. Léo, le soir, il allait bosser le marxisme-léninisme, que les autres, ils vivaient leur vie comme ça. Excusez-moi, juste par rapport à ça, parce qu'effectivement, en revoyant le film, ça m'a intrigué aussi cette phrase qui aujourd'hui est peut-être un peu choquante, et je me suis demandé si, connaissant pas assez l'époque, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui se disait tout simplement à l'époque, peut-être, parce qu'il leur fait dire des choses qui répètent un peu comme des
comme des perroquets, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont tous en train de répéter une propagande ou quelque chose. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose qu'ils pensent vraiment ou quelque chose qu'ils répètent qu'ils ont... Ouais, c'est vrai que non, c'est pas ça. Ça pourrait être ça, mais quand Kandinsky lui a dit, moi je veux pas dire ça, il a pris conscience que quand même ce qu'il disait, ce qu'il lui faisait dire, était quand même, voilà, pas bien. C'est-à-dire qu'il a persisté là-dedans, mais encore une fois, je pense pas que... J'ai jamais vu Godard homophobe. C'est très bizarre, en tout cas elle, évidemment. Par rapport à ça, elle a très mal supporté cette phrase. Et après, comme toujours chez Godard, il a pris des choses de leur vie privée pour les mettre dans le film. Notamment la très belle scène où elle dit, lui il dit, je ne peux pas faire deux choses à la fois, elle met la musique, etc. Et elle lui dit, j'en ai marre de toi, j'aime plus ton visage, j'aime plus ta façon de t'habiller, etc. C'était des choses qui s'étaient vraiment dit dans le couple, dans la vie, si vous voulez. Donc là, Wiazowski, elle avait l'impression qu'elle répétait quelque chose qui était un dialogue qu'elle avait dit elle-même à Godard. Alors, Michel Semegnacco, c'est comme Juliette Berthaud, il l'a rencontré à Grenoble, puisque Godard l'a rencontré à Grenoble, parce qu'il était venu présenter Masculin-Féminin dans un ciné-club. Et Semegnacco était animateur de ce ciné-club, et il était déjà photographe. Semegnacco est un photographe, il fait des livres, en fait, c'est quelqu'un et il était effectivement au PC. C'est-à-dire que quand Godard le fait venir, il le fait venir en tant que communiste. Même si au début c'est pas clair, après ça devient très clair, puisqu'il est exclu par les Mao, etc. Voilà. Et Semegnacco, après, il a fait des très belles choses. Enfin, il y a un truc assez drôle, enfin. Comme ça, c'est qu'à un moment, Léo dit qu'est-ce que c'est cette revue de merde et tout, c'est la revue féminine de la CGT, et cette revue c'était la femme de Semegnacco qui la faisait, donc c'était très je suppose que Semegnacco avait amené la revue faite par sa femme et que Godard en a profité pour dire du mal de ça. Alors dans le film, c'est le seul qui n'a pas son vrai métier, enfin puisque dans le film il est soi-disant scientifique, et il incarne, alors c'est un truc un peu à la Godard, c'est-à-dire qu'il incarne donc le PC, et du coup il est habillé de façon hyper triste, il a son pull jaune dégueulasse, en fait, sa casquette, c'est-à-dire que Godard se venge, enfin c'est pas se venge, mais voilà, il abîme quand même son image par la façon dont il l'habille. Par ailleurs, dans le film, je trouve qu'Wiazowski est très mal habillé tout le temps. Alors, est-ce que c'était un conflit avec Godard? Est-ce qu'elle ne voulait pas s'habiller comme les autres, etc. Mais elle a des pantalons horriblement moches. Et elle est presque toujours mal habillée. Alors, je sais qu'il y a eu une fois une scène qui n'a pas été montée parce que Godard trouvait qu'elle avait des vêtements trop grands. Enfin, je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même eu des conflits avec elle sur la façon dont elle s'habillait. En plus, elle était chez elle, donc elle aurait dû pouvoir s'habiller comme elle voulait. Et on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, enfin, sur ça. Alors, Léo, évidemment, est acteur. Lui, c'est vraiment son rôle qu'il joue. Et il y a un truc assez bien, c'est que, évidemment, comme toujours, Godard donne des consignes aux acteurs avant de venir tourner. Il ne leur parle pas du personnage, ni rien. En plus, là, il n'y en avait pas. Mais il leur dit de faire des choses. Et Godard avait dit à Léo, pour préparer le film, je veux que tu manges bien et que tu manges sans lire, que tu mettes 1 heure pour manger, et tu fasses pas autre chose pendant que tu manges, parce qu'il trouvait qu'il était trop maigre, qu'il fallait qu'il se refasse une santé. Je suppose que Léo, qui est quelqu'un d'hyper sérieux, a dû le faire à ce moment-là. Alors après, il y a les cas plus douloureux. C'est l'ex de Bourgine, qui est celui, le peintre hollandais. Lui aussi, il joue son rôle. Hein. C'était vraiment un peintre. Et Godard lui demande à la fin de faire dans l'appartement la fameuse, si vous voulez, la spirale comme ça de Underwatser à l'école de Hambourg. Il avait protesté contre l'enseignement de l'école en faisant une énorme truc comme ça qui traversait toute l'école. Donc là, il refait ça, il recouvre les murs, les fenêtres, les portes. Alors, l'ex de Bruyn, ça s'est mal passé avec Godard parce qu'il avait des idées sur. Il disait, est-ce que je peux jouer la scène comme ça? Et même,
il proposait à Godard des idées sur le jeu des autres. Pour ça, Godard, il ne supportait pas. Donc, ça a été très tendu. Et après, dans le film, il se suicide. Et après, il est mort très peu après d'overdose. Donc, il devait être quand même déjà lui-même un peu suicidaire. Mais bon, le cas le plus difficile, c'est Omar Diop, qui, lui, il a très peu de scènes, hein, l'Africain. Donc, Omar Diop était, lui, étudiant à Nanterre. Et c'était le meilleur ami d'Antoine Gallimard. Et évidemment, Anne Wierzinski était très ami avec les Gallimard. Donc Anne Wierzinski l'a ramené, disons, dans le film. Donc il venait du Sénégal et il était militant. Il était très politiquement engagé par rapport au Sénégal. Et à un moment, en 1973, le gouvernement français l'a chassé de France. Et quand il est arrivé au Sénégal, il a été emprisonné, torturé, il est mort en prison. C'est-à-dire que lui, son destin après a été assez rude. Et puis il y a Juliette Berthaud qui est absolument somptueuse, je trouve, dans le film, et qui a la porte de l'humour tout le temps. C'est-à-dire parce qu'elle joue comme si elle ne savait pas jouer. Enfin, il y a des trucs de décalage absolument drôles. Donc, elle aussi, elle avait rencontré Godard à Grenoble, à l'occasion d'un film, et elle était un peu comédienne, et elle rêvait de tourner avec Godard, comme toujours, donc elle lui avait écrit une lettre, et il lui avait donné un petit rôle dans D'autres choses que je sais d'elle, à la fin, et là il lui donne un rôle important. Elle représente la classe paysanne, et je trouve, enfin, il y a un truc évidemment sur elle, c'est qu'aujourd'hui, quand on revoit les images, le maquillage des yeux, par exemple, qui était le sien, c'est totalement daté. C'est-à-dire, c'est le maquillage d'une époque très très précise, et c'était elle qui se maquillait. Il y avait peu de maquillage sur ce film, mais il y avait quand même une maquilleuse. Alors, bon, Godard, dans ce film, il fait un peu ce qu'il faisait déjà dans Masculin-Féminin, c'est-à-dire il interviewe, si on peut dire, les comédiens, mais au lieu de faire, vous vous rappelez, dans ce qu'il avait fait dans Masculin-Féminin, il avait mis des chants et des contre-chants de l'un et de l'autre qui avaient été interviewés individuellement. C'est-à-dire que là, il respecte les dialogues et on entend sa voix. Elle est basse, mais on entend sa voix. C'est-à-dire là, il joue franc jeu. Il n'essaye pas de faire des manipulations, disons, avec ce qu'ils disent. Alors, le tournage, donc je l'ai dit, a duré très très peu. Il a eu lieu du 6 au 31 mars. Et puis il y a eu une seule journée. Après, il s'est arrêté 10 jours. Alors, bon, là, on voit la puissance absolue de travail de Godard, avec ce qu'il est capable de tourner en un jour, quoi. C'est-à-dire, par exemple, à un moment, j'essaye de retrouver, parce que ça c'est des choses précises et je ne veux pas me tromper. Par exemple, donc, une journée, l'équipe est en place au théâtre de Versailles, parce que alors l'histoire du théâtre de Versailles, c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'il voulait faire les 3 plans de Léo, habillé en révolutionnaire, qui est sur le balcon. Et il y avait un tournage, à cette époque-là, de Jean Aurel. Et Godard dit à Jean Aurel, est-ce que tu me prêtes une demi-heure ? Ton équipe était... Et donc, il a tourné en une demi-heure les plans comme ça, et il a tenu parole, c'est-à-dire, il est arrivé... bon, il n'a pas éclairé ni rien, mais il fait le travelling, il fait marcher Léo, etc. Et puis il repart. Après, donc, il fait des plans de Jean-Pierre Léaud devant le théâtre, toujours en Saint-Just, voilà. Et si vous voulez, j'en viens à la séquence qui, moi, me paraît, je trouve toujours formidable, c'est celle avec Janson. Parce que Janson avait été réellement un peu le leader des porteurs de valises du FLN. C'est-à-dire que ce qu'il dit dans le film, il l'a vraiment fait. Et Godard avait déjà eu
une histoire à l'époque d'À bout de souffle avec les porteurs de valises, puisque sa monteuse, Cécile de Cugis, a fait plusieurs années de prison parce qu'elle était une porteuse de valises. C'est-à-dire que du coup, Godard, il y avait un truc, elle avait fait un film sur la situation en Algérie, sur Godard. On retrouve là quelque chose qui lui avait peut-être un peu échappé au mandat de souffle, où il n'était pas tellement politisé. Et donc, il est très content de faire retourner Janson, parce qu'il dit, je le connaissais, il s'entendait très bien avec Anne Wiazemski, et donc je pouvais tenter ce truc qui est fait à toute vitesse, hein, c'est-à-dire là c'est 2 heures de tournage dans le train, c'est-à-dire c'est quand même costaud d'arriver à faire ça. Alors c'est un truc encore comme d'habitude, enfin si on peut dire comme d'habitude, c'est-à-dire Janson invente son dialogue, mais Anne Wiazemski a des oreillettes et Godard lui dit ce qu'elle doit dire. Alors c'est assez décousu, mais Janson, il est très costaud, c'est-à-dire il tient, il se laisse jamais énerver, il est toujours sage, gentil, et il dit des choses évidemment pas du tout maoïstes. C'est-à-dire que lui dit c'est des conneries, vos trucs, vous n'allez pas tenir 2 jours, etc. À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous allez faire après? Enfin, il dit des choses tout à fait réalistes par rapport à son projet, elle, de terrorisme, enfin d'aller tuer des gens pour que l'université se ferme. Et alors, c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça incroyable, quoi. La capacité qu'avait Godard à l'époque, il prend le train avec son équipe, petite équipe, et 2 heures après, c'est tourné. Et quand il s'arrête, il avait besoin de plans de poules, de nature, etc. Il est fait en 1 demi-heure. C'est-à-dire qu'il s'arrête. À côté, il y avait une ferme, et les plans sont très beaux. Enfin, moi, je trouve que les plans sont très beaux. Et il fait les plans un peu de nature comme ça, et il fait en même temps les plans du chantier de Nanterre, puisque Nanterre venait juste de sortir de terre à ce moment-là. C'est-à-dire que rarement quelqu'un va plus vite, quoi, que lui. Voilà, donc moi je trouve, enfin aujourd'hui, en revoyant le film, bon d'abord, c'est d'une beauté plastique incroyable, quoi. Tout est beau. Anne Wiazemski est quand même une vraie sculpture, enfin elle est absolument magnifique dans tous les plans, mais on voit qu'il la filme amoureusement, comme ça. Et c'est un film pur et dur sur l'aplat, c'est-à-dire tout est à plat, parce qu'il filme les murs, il filme ce qu'il y a écrit sur les murs, il filme les montages d'images qu'il a fait aux murs, et la caméra est toujours dans l'axe, à peu près, comme ça, c'est-à-dire c'est le film esthétiquement le plus pur et dur par rapport au principe des années 60, puisque l'aplat, l'esthétique des couleurs, des 3 couleurs, c'était son système, mais là ça devient, voilà, là ça y est, il est arrivé au bout de ça, après il va en sortir. C'est-à-dire là c'est peut-être la dernière fois, et c'est la quintessence, disons, de ce système godardien de frontalité à plat. Pratiquement il n'y a pas de projecteur, enfin il y a des projecteurs, mais juste pour monter le diaph, c'est-à-dire il éclaire au plafond, et la lumière retombe. Il n'y a presque jamais d'effet de lumière latérale, etc. Parce que d'abord c'était plus simple, hein, de filmer comme ça, parce que du coup il faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de question de bouger. Et notamment quand il fait des travelling absolument magnifiques sur celui qui parle, après on passe sur les volets, on attrape l'autre truc et tout. Avec cet éclairage-là, il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire tout le monde pouvait faire, si vous voulez, il n'y avait aucun problème d'ombre, il n'y avait aucun problème d'image, puisque la lumière était absolument égale partout, et donc tout était éclairé de façon uniforme. Évidemment, ça marche ça si on a des grands contrastes de couleurs. Sinon, ça serait terne et ennuyeux. Mais lui, là, il travaille en pur coloriste, c'est-à-dire il met des taches de couleurs, et du coup, il n'a pas besoin d'avoir des effets d'éclairage. Voilà, c'est des écrans tableaux. D'ailleurs, il se sert réellement du tableau quand il y a les cours, etc., qui ont lieu dans la salle où ils se réunissent pour travailler. Voilà, bon, à vous un peu de parler. Alors, j'ai le micro, si quelqu'un veut intervenir. Quelqu'un veut, je sais pas,
Moi, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, sur la manière dont le film est fait en aplat, c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve ça vraiment très raccord avec la manière dont ces jeunes gens en fait ont de parler en fait d'être dans une espèce de délire constant, de répéter une propagande, enfin une espèce de méli-mélo comme ça, qui est finalement complètement déconnecté de la réalité au fond. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien parce qu'effectivement la manière de filmer les abstraits en fait littéralement en fait du monde quoi. Et enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment très frappant dans ce film. À la fois il y a ça et en même temps c'est un film qui est très déstabilisant parce qu'on a vraiment du mal à se raccrocher à un début, une fin, enfin un semblant un petit peu quand même de continuité d'histoire. Mais c'est ça qui est fascinant aussi, hein, mais ça le rend quand même difficile, je trouve, encore aujourd'hui. Enfin, il me semble. Oui, après, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas. Sauf un truc, c'est quand il commence à parler de faire un attentat, il vote, c'est elle qui est désignée, et après il y a l'attentat qui est bâclé. Il a fait ça en 1 heure. Le truc avec les 2 plans avec la voiture, qui sont quand même très complexes, parce qu'il y a le grillage qui se ferme, il y a un chien, il y a un teckel génial qui accompagne. Donc, évidemment, il ne l'a pas fait exprès. Donc, c'est vrai que le réel, dans ce film, il y en a très très peu. C'est pour ça que les plans de campagne, d'un seul coup, on se dit, on est quand même dans cette terre. Enfin, quand il filme les poules et le paysage, il y a un effet de réel bien plus fort que si c'était un plan où il y a la campagne partout et on s'en fout et on ne voit rien, quoi. C'est-à-dire il a joué, je pense, un tout petit peu de ça. Et sinon, on ne voit rien d'autre, effectivement, que ce que lui met en scène dans le cube blanc de cet appartement. Et c'est vrai que du coup, le côté qui sont en boucle entre eux et qui sont absolument loin de toute réalité, c'est évident. Enfin, on y croit. On est dans la cocotte minute, nous-mêmes. La caméra est dans la cocotte minute et nous aussi. Enfin, je sais pas, après, l'autre commentaire que je pourrais faire, c'est qu'on est... Évidemment, on ne sait pas très bien ce qu'il en pense, Godard, et c'est très bien comme ça, enfin, je veux dire, dans le sens où il y a le côté caricatural, mais il y a quand même aussi, comment dire, la réalité de l'époque, avec les mouvements contestataires, enfin, la réalité politique et sociale, en fait, qui faisait qu'on arrivait à mai 68, qu'il y avait un vrai fondement, en fait, à la contestation, parce qu'on pourrait croire qu'il est juste dans le ricanement. Mais enfin, en le revoyant, je ne trouve pas en fait, qu'on puisse vraiment l'accuser de ça. Et par rapport à ça, est-ce que vous pourriez peut-être évoquer le film de Hazanavicius qui s'appelle le Redoutable, je crois, et qui parle précisément de cette période, il me semble. Ouais, je déteste ce film. Oui, mais justement, mais je trouve ça... Non, c'est pas ça. Justement, mais parce que son discours à lui par rapport aux politiques, en fait, est tellement différent que il y a une incompréhension. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que... Ou de la malhonnêteté. Je suis plutôt pour la version malhonnêteté intellectuelle. Enfin, c'est un film nul sur Godard. Enfin, je trouve. Mais qui est basé quand même sur les 2 livres, c'est ça, de Wierzbowski. Sur le livre de Wierzbowski, hélas, oui. Oui, non, je réponds quand même à la question. Godard, j'aime beaucoup ce film à cause de ça. On voit qu'il ne connaît pas grand-chose à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il vient, il arrive à Nanterre parce que Wierzbowski le prend par la main et il rencontre des étudiants. Et elle n'est pas du tout... Elle, c'est une bourgeoise, je veux dire, elle n'a rien à voir avec... Elle n'est pas du tout... Mao ni rien. Elle vient de Mauriac, enfin, elle vient de sa classe sociale, et elle, c'est celle qui résiste le plus à ce que Godard lui fait dire, enfin, par rapport à ça. Et après, bon, elle, la pauvre, elle a payé cher, puisque quand, après, ils se sont mis à vivre vraiment ensemble, Godard était entré vraiment, après, fortement dans le politique. C'est-à-dire que du coup, elle dit, à la maison, j'étais jamais seul avec lui. C'est-à-dire, il y avait Gorin, il y
il y avait Cohn-Bendit, tout le monde venait manger à la maison et tout. Et elle dit, j'aime bien, elle dit, et personne ne faisait la vaisselle. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble comme ça, ils parlaient politique, mais voilà. Et elle dit, et je pense que ça doit être vrai, c'est-à-dire elle dit, quand Godard a commencé à s'acoquiner avec Gorin et tout ça, on n'a plus eu de vie. Du coup, elle a l'impression qu'elle a tout raté, puisque elle a quand même quitté un peu son milieu pour aller avec Godard. Et après, je veux dire, par rapport à Anna Karina, évidemment, elle n'a rien eu, quoi. Elle n'a rien eu. Et elle dit que sur le tournage, elle était très malheureuse parce qu'elle voyait que Coutard, que les techniciens qui avaient tourné avec Anna Karina, il a comparé, quoi. Il a comparé. Il a regardé en disant qu'est-ce que c'est, quoi. Parce qu'eux, ils avaient filmé Anna Karina. Et donc elle, évidemment, alors qu'elle est somptueusement filmée, enfin moi je trouve qu'elle est quand même d'une beauté incroyable, quoi, dans les plans de Godard comme ça. Mais voilà, elle, la pauvre, elle a tout raté par manque de synchronisme. C'est-à-dire que quand Godard s'est mis à vivre avec elle, lui, il était ailleurs. Et du coup, bon, évidemment, ça ne pouvait pas durer très, 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 très longtemps. J'ai un souvenir, moi, personnel, devant l'église Saint-Sulpice, un soir, il y avait eu un grand écran gonflable où il passait la chinoise. Je ne sais pas quelle était la raison, etc. Et j'avais donc accompagné Anne Wierzinski, qui était venu parler du film, et au moment même où ça allait commencer, il s'est mis à tomber des cordes. Donc la mairie, je ne sais pas, avait mis des chaises devant, et les gens sont restés. C'est-à-dire les gens avaient des parapluies, c'est-à-dire, bon, alors que la chinoise, ils l'avaient déjà tous vu. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc comme ça de croyance qu'il ne fallait pas partir parce qu'il pleuvait. Donc ce film a des problèmes météorologiques, puisque à Avignon, c'est le Mistral, et à Paris, c'est la grosse pluie. Donc, et Anne Wierzinski était très vaillante. Parce que moi, j'ai pas mal accompagné Anne Wierzinski dans des rencontres avec le public comme ça, et des choses assez... Bon, du coup, j'ai un peu su des choses, ce qu'elle pensait des films, enfin, etc., par rapport à... Voilà. Et en plus, à l'époque, quand j'ai fait Godard par Godard, j'étais allé voir évidemment toutes les ex de Godard pour leur demander des photos. Et Anne Wierzinski, elle m'a dit, voilà, moi parce qu'elle avait fait plein de photos de Godard, parce qu'elle était photographe de plateau à ce moment-là, et donc elle m'a dit, voilà, j'ai tous les négatifs, j'ai tout dans ma cave, j'ai peur que ça s'abîme, je vous les donne. Donc je suis reparti de chez elle avec 2 cartons de négatifs, etc. Et ça a duré 20 ans. Donc je les avais fait expertiser, parce que pour moi c'était très important, la confiance qu'elle me faisait de garder les négatifs. Enfin, et voilà. Et 20 ans après, enfin je sais pas, il y a un peu avant sa mort, Gallimard lui a dit, on fait un livre avec tes photos de quand tu étais marié avec Godard et que tu filmais le soir quand il douchait, le teckel, etc., quoi. Donc à ce moment-là, elle les a récupérées. Et donc ces photos sont restées 20 ans chez moi. J'étais évidemment très soigneux qu'elles ne s'abîment pas. Comme ça. Et après, on s'est un peu fâché sur cette histoire de photos. Mais bon, c'est autre chose. Je ne sais pas, quel film de Godard vous recommandez de voir peut-être à la suite de ce cycle? Parce qu'évidemment, il a cessé de faire des films jusqu'à aujourd'hui. Oui. Là, on a qu'une petite part. Enfin, on a vu 8 films cette année. Et, bon, c'était un échantillon des années 60, mais est-ce que voilà vous... Pour moi, c'est si on met les années 60 comme un gros bloc, ce que c'est quand même un bloc. Après, les années militantes, c'est pas très intéressant. Enfin, les films politiques et militants ne sont pas très intéressants. Et après, pour moi, une grande période, c'est quand il revient au cinéma et qui fait Sauf qui peut la vie, Passion, Je vous salue Marie. Là, pour moi, on est
peut-être que je préfère encore ça aux films des années 60. Quoi. Là, il y a 4 films absolument magnifiques où il est... Ouais, à moitié des années 80, c'est ça? Oui, en gros, puisqu'il fait Sauve qui peut la vie en 79. C'est Karmitz qui lui dit reviens au cinéma. Et après, il fait... et moi, j'adore absolument Passion. Quoi. Passion, pour moi, c'est peut-être le plus grand film de Godard. Voilà, du point de vue comme ça, de la pensée du cinéma, le rapport à la peinture, etc. Et j'ai vraiment... plus que de la sympathie pour Je vous salue Marie, c'est un film que j'adore, enfin, Salut Marie, qui est un truc magnifique, quoi, enfin, aujourd'hui encore, hein, quand on le revoit, voilà. Bon, après, comment dire, à un moment, je vois ce qu'il fait, mais j'ai moins d'empathie, enfin, j'ai moins de... Voilà, quoi. Alors quand il fait Je vous salue Marie, je suis comblé, enfin, je suis... immédiatement pris, quoi. Parce que sur Je vous salue Marie, je me souviens bien de ça, il fait une projection sur les Champs-Élysées, il m'appelle, il me dit de venir voir le film, donc j'y vais. Et puis Godard fait jamais ça d'habitude, c'est-à-dire on était 3, on voit le film et il rôdait dans le couloir, enfin, comme ça, ce qui est nul. Je veux dire, quand on montre un film, on se met pas à la sortie, quoi, pour... Et moi, j'étais réellement bouleversé par le film. C'est un film qui m'a mis KO. Et donc, à la sortie, je ne lui parle pas. Je passe à côté de lui, je rentre chez moi. Et il m'appelle, il me dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas parlé? Je vous invite, voyez mon film, et après, vous ne me parlez pas. Et je lui dis, parce que j'étais vraiment KO. Enfin, je lui dis la vérité. Je lui dis que j'adorais ce film, voilà, et que j'étais parti parce que j'étais pas en état de lui parler, en gros, pour aller vite, quoi. Donc pour moi, ça a été... parce que c'est le seul film, Je vous salue Marie, où j'ai eu l'impression qu'à la première projection, j'avais tout attrapé. Parce que le film de Godard, il faut du temps. Je veux dire, le film de Godard, la première fois où on les voit, c'est dur. Enfin, je veux dire, c'est dur, et on n'est pas sûr de ce qu'on en pense même. Et après... quand on les revoit, on se fait une idée. Mais il y a toujours un moment d'opacité, on a l'impression qu'on est pris à revers, on est... voilà, pas Je vous salue Marie, Je vous salue Marie. Je suis rentré droit, direct, sans la moindre résistance, ni rien, et j'avais l'impression que j'avais tout pris du film, enfin que ce film ne m'avait résisté en rien par rapport à... Parce que tous les autres m'ont résisté, enfin comme tout le monde, tous les autres m'ont résisté au début. Peut-être pas Le Mépris, parce que c'est un film aussi pareil, c'est un film limpide, enfin comme ça, mais sinon après, et après donc les films actuels, il faut du temps, quoi. Mais il faut du temps, mais je le prends. C'est-à-dire, je considère que si on va au musée et qu'on est devant un tableau, on ne va pas attraper du premier coup de la croix, enfin, il faut du temps, il faut le revoir, il faut revenir, et après, il est à nous. Mais Godard, qu'un film de Godard soit à nous, c'est dur. Enfin, c'est dur, et surtout, ça prend beaucoup de temps, quoi. Et là, les derniers, bon, le livre d'images, j'ai mis du temps, mais là, ça y est, quoi, il est à moi, enfin, si j'ose dire. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais ouais. Bon, Godard a raison. Il dit, pourquoi est-ce que... Godard, il dit, quand on écoute un morceau de musique, jamais, la première fois où on l'écoute, on a attrapé la musique. C'est pas vrai. Pour attraper la musique d'un nouveau disque, enfin, ou d'un morceau qu'on n'a jamais entendu, ben, il faut revenir, il faut du temps, il faut s'habituer, et les films, c'est pareil. Il dit, sauf que le spectateur de cinéma, lui, il veut tout de suite. Il veut pas... il veut se dire, j'ai tout compris, etc. Voilà. Bon, mais ça, c'est un problème de... Godard met la barre très haut du cinéma. C'est-à-dire, pour les cinémas, pour lui, ça vaut la musique et ça vaut la peinture. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que ce soit plus facile et plus immédiat. Voilà. Il n'est pas dans ce registre-là. Et il n'a jamais été, hein, parce que quand il faisait déjà les films des années 60, certains films, tout le monde me disait, qu'est-ce que c'est, on ne comprend rien, etc. Mais aujourd'hui, maintenant...
tout le monde a compris. Je veux dire, en 60, ça ne pose plus de problème, quoi. Donc voilà, il faut le temps, même si quand même, parfois, Godard a des projets plus difficiles. Et actuellement, il est dans une phase de projet difficile, enfin, je trouve. Pour le spectateur, c'est pas évident, enfin. Ou alors ça demanderait une attention que plus personne ne va. Je veux dire, attention, c'est une chose qui actuellement est totalement dévaluée. Enfin, les gens aujourd'hui, ils veulent qu'on leur envoie les trucs directement à consommer. Ils n'ont plus l'idée qu'il faudrait un peu d'attention pour attraper un film. C'est plus à la mode. Enfin, c'est plus du tout ce qui se passe, quoi. C'est pour ça que moi, j'aime bien finalement aller parler des films. Pas les films qui. Enfin, j'aime aussi parler des films qui sortent, mais parler des films d'avant, enfin, ou d'il y a 10 ans, ou d'il y a 20 ans, parce qu'ils ont eu le temps de reposer. Et j'ai eu le temps, moi, de les faire miens, enfin. Je voulais juste peut-être recommander, je ne sais pas, peut-être vous le connaissez déjà, mais Histoire du cinéma, que je trouve vraiment magnifique, la série qu'il a faite à partir de la fin des années 80, je crois. L'Histoire du cinéma, c'est. Ouais. Je pense que. C'est le film. Il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est l'Histoire du cinéma. Ça lui a pris 5 ans de travail continu et acharné. C'est-à-dire que c'est une œuvre incroyable. Et justement, c'est le cas. C'est-à-dire, quand on les voit la première fois, c'est tellement compressé qu'on se dit, j'y arrive pas. Et après, c'est assez limpide. Quand je revois maintenant l'histoire du cinéma, je me dis pourquoi ça nous a paru si compliqué, alors que c'est très clair. Je veux dire, en plus, c'est clair, sauf que c'est très serré. C'est-à-dire qu'il faut le travail mental de décompresser ce que lui compresse. Mais je l'ai vu travailler, moi, sur l'histoire du cinéma, et je me souviens que donc, chez lui, il y avait une pièce où il y avait par terre, je ne sais pas, 3000 images. Il arrachait les pages, par exemple, des livres d'art, il les posait, il arrachait les photos dans les magazines, il les posait. C'est-à-dire qu'il était là et il avait son stock d'images à la fois par terre et dans sa tête. C'est-à-dire que quand il montait, il allait chercher ça. Et une fois, pour moi, ça a été quand même extraordinaire. Je vais à Rolle et il me montre les 2 premiers épisodes. Comme ça sur son truc, et bon, j'étais assez sidéré et je les ai bien mémorisés parce que je savais ce que ça représentait, et il a fallu encore 2 ans pour que les premiers épisodes passent à la télé et il ne restait plus rien. C'est-à-dire qu'il avait tellement retravaillé les 2 premiers épisodes qu'il ne restait que dans ceux qui sont passés à la télé, il n'y avait plus une image. C'est-à-dire qu'il avait entièrement refondu le truc, il avait repensé le montage, il avait repensé les voix. Il y avait même des acteurs qu'il avait filmés qui ne sont plus dans les histoires du cinéma. C'est-à-dire que c'est un travail surhumain, l'histoire du cinéma, vraiment, quoi, comme ça, et fait avec beaucoup de calme. Et je l'ai vu aussi comment il choisissait les extraits, parce qu'une fois j'étais dans un endroit où il était en vacances et chez des amis, et c'était l'époque des VHS. Et donc ses amis avaient plein de VHS. Et Godard, il prenait les VHS, il les mettait dans le lecteur et il les passait en accéléré. Et il attrapait un plan. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas les films. Il les passait pour repérer un plan dont il aurait besoin pour l'histoire du cinéma. Donc après, il prélevait le plan, mais il a regardé toutes les cassettes, quoi. C'est-à-dire que c'était un travail comme ça de voir un maximum de plans pour choisir un plan, peut-être des fois sur 3 cassettes, parce qu'il en aurait peut-être besoin dans les histoires du cinéma. Donc c'est une façon de travailler réellement assez incroyable. Et après, j'aime bien cette idée que dans les histoires du cinéma, les plans, il aurait pu mettre des très beaux plans pris sur les DVD. S'il les avait vus sur VHS, il gardait l'image VHS. C'est-à-dire que pour lui, ce qui importait, c'était ce qui s'était imprimé dans sa mémoire,
et pas les copies toutes neuves et impeccables. Il n'avait pas envie de ça, d'avoir des images parfaites, quoi. Et il avait raison, parce que quand on voit aujourd'hui le film, on voit les couches de temps. En fait, on voit comme un peintre, c'est-à-dire on voit ce qui a été peint à tel moment, etc., quoi. Et après, il a commencé à abîmer les plans. Bon, ça c'est le livre d'images, c'est autre chose. Il a commencé à abîmer les images qu'il citait, enfin, qu'il empruntait, en fait, en tout cas, à les retravailler. C'est encore pire que dire je prends les VHS, c'est-à-dire je retravaille, enfin je remixe. Bon, ben, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas pour ce cycle et cette année passée avec Godard. Merci Alain Bergala. Bonne soirée. Merci.